Barbara Cassan, on a presque envie de vous dire que, au fond, la traduction, elle aussi, elle a joué un rôle très, très important au fil des siècles, des siècles, pour perpétuer une certaine mémoire, en tout cas pour aussi perpétuer la connaissance. Oui, pour l'inventer. Perpétuer et inventer simultanément, c'est ça la traduction. En Méditerranée, en tout cas, les œuvres ont circulé en même temps que les langues. Il y a des routes de la traduction comme il y a des routes de la soie. Ouais. Et ces routes sont en même temps des routes du pouvoir et des routes des langues. Alors, il y a deux grandes idées dans votre livre et dans l'exposition. La première, c'est que notre civilisation, avec tous les guillemets requis, s'est construite à travers cette traduction, par la traduction, au moyen d'elle. Comment ça prend forme? Racontez-nous. On est de la Grèce à Rome, de Rome au monde arabe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quand on visite l'exposition, on est devant un plan de métro. Un plan de métro dont les lignes s'appellent Aristote, Galien, Euclide, Les Mille et une Nuits, Marx et Tintin, par exemple. Et on peut appuyer sur une station, genre Bagdad, et on s'aperçoit ce qui se passe à Bagdad, comme quel type d'échangeur Ouais. ça représente. Et simultanément, quand on suit une œuvre comme celle d'Aristote, par exemple la poétique, eh bien on voit comment est-ce que elle s'est traduite. Donc on voit la poétique qui a été conservée d'abord en arabe. Et c'était très étrange puisque théâtre est un terme qui n'existe pas exactement, tragédie encore moins. Et c'est quand même comme ça que ça nous est revenu. Vous avez lu Le Nom de la Rose. Bon, on est là en plein dans la fiction en même temps que le réel. L'exposition qui montre donc comment la traduction a participé à la constitution même des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. Alors, il y a aussi votre livre, et là, c'est assez fascinant. Vous insistez également sur le fait que la traduction, c'est un savoir-faire avec les différences. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, quand vous avez deux langues, deux cultures, deux textes, il faut que vous stationnez un tout petit peu entre. C'est ça, le savoir-faire avec les différences, c'est s'arrêter, prendre le temps de rester un tout petit peu entre pour construire du commun. Ça ne va pas de soi. D'où le sous-titre « Compliquer l'universel ». Oui, c'est-à-dire que ça n'appartient à personne. Il n'y a pas une seule langue. Il y a plus d'une langue. C'est une phrase de Derrida, et il a raison. Et ce qui est étonnant, moi je le dis, je l'apprends d'ailleurs grâce à vous, à cette exposition, prenons la langue des signes. Il n'y a pas la langue des signes, il y a les langues des signes. Oui. On va regarder justement un exemple avec des photos à l'appui. Racontez-nous, il s'agit du mot culture que l'on voit ici. Ah oui. C'est extraordinaire. Bon, j'ai eu l'idée de travailler cela avec Nourrit Aviv et Emmanuel Laborite. L'actrice que l'on voit à l'image. Qu'on voit à l'image, oui. Et alors, je ne sais pas si vous... L'idée, c'est de faire une langue... Regardez plutôt par là qu'on vous entende, Barbara Cassan, avec le micro. Allez-y, vous l'avez ici derrière. si vous voulez. Ah oui, non, mais voilà. vous l'avez devant aussi, allez-y. Donc, par exemple, culture, vous voyez, chez nous, c'est quelque chose comme ça. Chez nous, en Europe, en France. Ouais. Ensuite, si on prend la langue des signes américaine, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un individu et puis on l'entoure. Bon, voilà la culture. Si on prend le Japon, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire un emboîtement. Ça marche, ça marche, ça s'emboîte. Et si on prend en Inde, c'est quelque chose comme ça. Comme une statue, si vous voulez. Bon. Rien que ça, c'est une appréhension, il me semble, très neuve de la différence des cultures, qui n'est pas non plus ancrée dans un enracinement national, qui me fait tellement peur dans le génie des langues. Alors justement, il y a quelque chose d'étonnant. Alors la philologie, j'ai dit que je le définirais, donc je le fais. Vous êtes philosophe et philologue. La philologie, c'est l'étude d'un langage à partir de documents écrits. C'est une combinaison de critique littéraire, historique et linguistique. Voilà qui est dit. Barbara Cassan... Je ne savais pas que ça voulait dire ça, si vous voulez. Mais vous l'êtes. C'est une exposition et un livre qui prennent aussi tout leur sens aujourd'hui, parce qu'il s'agit de construire aussi le mieux vivre ensemble aujourd'hui, au fond. Oui, oui. Il s'agit de la citoyenneté du XXIe siècle, pour être un peu comme ça, grandiloquente. Hein. On parlait récemment dans les journaux sur TV5 Monde d'une association qui aide les migrants à apprendre la langue. C'est aussi la traduction, ce qui permet d'éviter l'exclusion, et l'apprentissage d'une langue évite l'exclusion. C'est-à-dire au lieu de parler tous globish, un anglais qui n'existe pas vraiment, au lieu de dire aux enfants qui arrivent, asseyez-vous et taisez-vous, et puis si jamais vous parlez français, si on leur disait, bon, quelle langue parlez-vous? Et comment est-ce qu'on fait entre des textes en langue comme ça? Comment est-ce qu'on augmente notre
le tiret du vivre ensemble. Le trait d'union. Le trait d'union. Je voulais aussi dire quelque chose pour la traduction. Parce que ouais. oui, moi vous êtes concernée. Ben oui, parce que comment passer... Moi, je suis arabisante. Comment... J'ai étudié l'arabe jusqu'à la licence, donc je n'ai pas de problème. Mais comment passer de cette langue arabe, qui est une langue lyrique, une grande langue de poésie, à la langue française? Et j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'au début, j'avais un problème de rythme. Et je continuais à écrire le français sur fond de musique coranique. Et au début, mes éditeurs me disaient, mais c'est trop lyrique, il y a trop d'adjectifs, il y a trop de points d'exclamation. Et en fait, c'est cette tradition de cette langue qui me vient. Et j'écris toujours avec un rythme qui est celui de la langue arabe. C'est peut-être ça qui fait la différence dans une traduction entre deux langues. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'intraduisible corps des langues. Ça, c'est sûr. À qui s'adresse cette exposition à Marseille? On imagine que le public scolaire va être invité à la voir. Elle est plutôt accessible, hein, c'est plutôt didactique, intéressant. À qui s'adresse-t-elle, au fond? Didactique, ça me fiche un peu la trouille. C'est comme votre explication de la philologie. Si oui, ça calme, comme on dit. Oui. Non, c'est plus simple que ça. C'est pour tous, vraiment. Ouais. C'est pour tous et sans rien céder sur ce qu'on peut savoir, mais sans non plus refuser de montrer. Et ce que j'ai trouvé très agréable, bon, traduire, la traduction, qu'est-ce que c'est que cette idée, comment est-ce qu'on va la montrer? Eh bien, c'est très facile. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en faisant cette exposition. On peut montrer des tableaux extraordinaires. Par exemple, il y a des Cranach, parce qu'on parle de traduire la parole de Dieu, point d'interrogation. Bien, Luther a traduit la parole de Dieu. Jérôme a traduit la parole de Dieu. Et ça a donné naissance d'ailleurs à des langues vernaculaires. Hein, bien ça sûr, vous l'expliquez bien. La traduction de la Bible est quand même quelque chose qui a donné naissance, en effet, aux langues que nous parlons, disons, en Europe, enfin, d'une manière générale. On a inventé le cyrillique en traduisant la Bible. Cyril et Méthode l'ont inventé. Bon. Mais ce que je trouve surtout très intéressant, c'est qu'on peut avoir des objets de toutes les époques, depuis la plus haute antiquité, une lettre de Tel Amarna, c'est-à-dire faite par un pharaon, Akhénaton en l'occurrence. Bon, et c'est toute petite tablette comme ça, absolument extraordinaire. Et puis, des énormes panneaux, des énormes panneaux contemporains.